Bonjour Sébastien, bienvenue. On est ravis de vous voir ici. On va revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai la date de 2003 en tête, vous aussi, j'imagine, parce que c'est là que la prise de conscience a abouti à Veja. Expliquez-nous tout ça. Bonjour, merci de nous accueillir ici. On est super honorés d'être venus de Paris pour échanger, discuter, se rencontrer. Et je voulais dire merci aux organisatrices et aux organisateurs, à Lily, à Boris, à Émilie qui est venue nous chercher en voiture tout à l'heure, parce que j'ai senti, même au téléphone, j'ai senti une super onde positive et je la vois aussi ici, là. Donc merci à toutes et tous. Et oui, donc tu me parlais de 2003. 2003, c'est le début. En fait, en 2003, avec Guylain, qui est mon meilleur ami, on a 25 ans. Et on avait des carrières un peu toutes tracées dans la finance, dans le monde de l'entreprise. On avait fait des bonnes études. Moi, j'étais à la fac. Guylain était en école de commerce. Et on se retrouve aux États-Unis tous les deux, à commencer des boulots qui ne nous plaisaient pas forcément. À New York et à Washington. Et un soir, moi je bossais beaucoup avec des grandes institutions comme le FMI et qui commençaient en 2002-2003 à parler de développement durable. Et du coup, j'ai fait mon mémoire de fin d'études en 2001 là-dessus, sur le développement durable, qu'est-ce que le développement durable, etc. Avec une vision un peu utopique, une vision, on voyait qu'il y avait des dérèglements climatiques déjà, on voyait qu'il y avait beaucoup de problèmes de pollution, que le monde capitaliste en était le premier coupable déjà, il y a 20 ans, mais qu'il n'y avait pas grand-chose de fait, ni par les entreprises, ni par les États. On commençait seulement à s'y intéresser et on s'est dit, en fait, nous, ça nous intéresse vachement parce que c'est quelque chose qui relie tout, à la fois l'économie, le social, l'écologie. Et on a lâché notre job et on a proposé à des grosses boîtes, on leur disait, voilà, vous parlez très bien de développement durable dans les conférences à Paris, à New York, dans les grandes capitales économiques, à Londres. Mais en revanche, nous, on se propose d'aller voir sur le terrain ce que vous faites et de vous faire un rapport là-dessus. Et du coup, on a convaincu une dizaine de grosses boîtes françaises, Lafarge, EDF, Carrefour. C'était balbutiant à l'époque pour eux. Mais ils se disaient, tiens, les deux gamins, ils ont l'air sympas, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Et en plus, ça nous coûte pas cher, parce qu'ils nous demandent 5 000 € pour un an, ce qui est à peu près le tarif de notre nuit d'hôtel individuel, avec le jet privé en plus. Et du coup, on est parti un peu partout dans le monde. On est parti en Chine, en Inde, en Bolivie, au Brésil, en Afrique du Sud, pour bosser sur des projets liés au développement durable faits par ces entreprises françaises-là. Et c'était un an incroyable. C'était plein d'aventures, plein de rencontres, on se retrouvait dans les centrales nucléaires en Chine, on se retrouvait dans les mines en Afrique du Sud, alors qu'on était finalement deux petits mecs de 25 ans qui connaissaient pas grand-chose à pas grand-chose. Mais en fait, ça nous a fait réaliser le niveau de verbiage des entreprises, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau... il y avait le sommet de Johannesburg en 2002, nous on débarquait sur le terrain en 2003 et on voyait qu'un an après, il n'y avait plus rien. On voyait qu'il y avait beaucoup de bullshit, de pipeaux par rapport à ce qui était fait sur le terrain. Parfois, les entreprises n'arrivaient même pas à nous emmener voir les projets sur lesquels elles communiquaient, etc. Donc ça a été un peu un choc pour nous, parce qu'on était assez idéalistes, on pensait que les entreprises prenaient le truc en main. On savait que les États avaient un peu abandonné depuis quelques décennies, mais on pensait que l'entreprise était capable de pouvoir changer la donne, et on se rendait compte sur le terrain qu'en fait pas du tout, que personne n'en avait rien à foutre, et que rien n'avançait, et du coup on était un peu dépités. Et on a bossé en parallèle pour Tristan Lecomte, qui montait à l'époque Alter Eco, qui était la première entreprise de commerce équitable, où il faisait du thé, du riz, du café. Il était tout seul dans son appart et il bossait avec des coopératives un peu partout dans le monde. Et on se rendait compte que, selon notre point de vue, Tristan, tout seul, faisait mieux que EDF ou faisait mieux que Lafarge, avec des millions et des millions et beaucoup de rapports sur papier glacé, mais pas grand-chose sur le terrain. Et en fait, on s'est dit, quelle vie on choisit. La vie de Tristan elle a l'air plus marrante quand même, de faire des trucs à petite échelle, à notre échelle en tout cas, et en tout cas de se créer une vie d'aventure, de rencontre et d'essayer de créer des projets
qui soit viable et qui apporte quelque chose. Lui, il était très commerce équitable, il n'était pas du tout environnement. Donc très sur la relation avec de commerce équitable, c'est-à-dire des salaires justes, des revenus dignes pour des producteurs qui sont marginalisés. Et il passait sa vie sur le terrain, il était en Palestine, il était en Inde, il était au Brésil avec des producteurs de cacao, café, riz. Et du coup, on a fait des audits pour lui et on s'est dit, en fait, c'est ça qu'on veut faire. Donc nous, en bouffe, on n'y connaît rien. Et on s'est dit quel produit on pourrait réinventer. Ça, c'était en 2004, 2003-2004. On s'est dit quel produit on aurait aimé réinventer. On s'est dit les baskets. Alors bien sûr, on y connaissait encore moins qu'en café. Mais on s'est dit, voilà, c'est le produit qu'on aime, c'est le produit qu'on porte tous les jours, c'est le produit de notre génération. On a grandi avec. C'est avec notre génération que c'est passé des terrains de sport à la ville ou au quotidien, quoi. Et du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas un an pour essayer de réinventer ce qu'est une paire de baskets, c'est-à-dire suivre la réalité, non pas suivre Lionel Messi ou Michael Jordan quand il saute plus haut, il court plus vite, il marque plus de buts grâce au Nike et au Adidas et au Puma, mais on s'est dit on va remonter le chemin de la production jusqu'au bout, jusqu'aux matières premières, comme Tristan le fait pour le riz et le café qui sont directement presque des matières premières, et on va déconstruire ce qu'est une paire de baskets afin de la reconstruire de façon plus écologique et plus juste. Bon, on n'y connaissait pas grand-chose, hein. C'est-à-dire on avait visité des usines en Chine, on avait vu que c'était abominable, que les conditions de travail des salariés étaient terribles, qu'ils avaient une semaine de vacances par an, qu'ils bossaient 7 jours sur 7, qu'ils bossaient environ entre 80 et 85 heures par semaine pour un salaire de misère, que les matériaux utilisés étaient encore plus abominables, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune traçabilité, que des plastiques, que des trucs qui, selon... Pour eux aussi, pour leur santé. Pour leur santé et pour la planète. Parce que finalement, le plastique, c'est quoi ? C'est 99,9% du pétrole. Donc voilà, c'est pas terrible. L'impact carbone de ces matériaux-là sont pas terribles. Et la filière qui les transforme non plus. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas appliquer à des baskets des matières plus naturelles, plus paisibles pour l'environnement. Et du coup, on s'est plongé dedans. On est parti 6-8 mois au Brésil, sac à dos, en visitant des coopératives. On voulait faire des baskets en toile. Et la toile, les baskets en toile, c'est comme les Converse. La toile, c'est quoi ? En fait, c'est se demander, on avait un peu un boulot de journaliste d'investigation, c'est se demander, c'est quoi, à chaque fois. Donc la toile des Converse, je ne m'étais jamais posé la question, avant que d'y réfléchir pour Veja. C'est la toile, c'est du coton. Et le coton, c'est quoi ? C'est une plante qui pousse dans quelques pays du monde, en Inde, au Brésil, en Afrique, aux États-Unis. Mais c'est 2% des terres cultivées et environ 30%, 29% des pesticides utilisés, c'est-à-dire très vorace en pesticides. Et du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de trouver du coton plus clean, qui n'utilise pas de pesticides, qui utilise beaucoup moins d'eau, etc. On s'est plongé dans le coton bio. Et du coup, on a trouvé... je vous le fais vite parce que c'est un peu long. On a trouvé plusieurs coopératives au Brésil qui bossaient de manière différente sur du coton agroécologique, c'est-à-dire que ça va au-delà du bio. Le bio, vous pouvez avoir 2000 hectares de bio et ça ravage les terres parce que ça tire toutes les ressources hydriques. En revanche, le coton agroécologique, c'est une façon de cultiver qui préserve la nature, voire qui l'enrichit, plutôt que de l'appauvrir après la culture. Donc, c'est-à-dire, basiquement, vous mettez une ligne de coton bio, une ligne de graines de sésame bio, une ligne de haricots bio, une ligne de riz bio, etc. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs cultures nourrit la terre. Après, je ne suis pas agronome, hein, mais on a compris que c'était bien meilleur et que d'une terre presque morte, on pouvait la raviver, la faire revivre grâce à ces cultures-là. Et du coup, on a décidé on rencontre des petits producteurs qui n'avaient même pas d'eau pour boire, qui nous le cachaient bien, mais ils étaient vraiment assez démunis. Et ils cultivent de façon agroécologique depuis 6 ans. Et ils n'ont rien vendu depuis 3 ans. Et ils ont 2 tonnes de coton bio. Donc nous, on s'assied avec eux, on calcule les coûts, combien ça leur coûte de cultiver le coton, etc. Combien ils auraient besoin d'argent pour vivre. Donc là, on crée les premiers contrats de commerce équitable, c'est-à-dire complètement décloisonner, enfin pas décloisonner, mais découpler le prix du marché et le prix de la matière première pour trouver un prix juste
qui soit juste d'abord pour le producteur. Et en fait, on commence à acheter 2 tonnes de coton à environ 2 fois le prix du marché. En 2000, donc ça c'était en 2004. Ensuite, on trouve une coopérative pour filer le coton, ensuite pour tisser le coton, c'est-à-dire devenir de la toile, et ensuite l'envoyer à une usine de basket qu'on avait trouvée dans le sud du Brésil qui respecte les droits des travailleurs. C'est entre 40 et 42 heures par semaine de travail, des très bonnes conditions de vie où ils vivent chacun dans des maisons, dans un endroit un peu comme ça, qui ressemble un peu à Annecy, c'est-à-dire très boisé, très montagneux, très beau. Et on fait la même chose pour le caoutchouc. Donc les 2 matières de base, c'était coton bio, coton agroécologique et caoutchouc. Et le caoutchouc, en fait, on voit dans des vieux articles que les Converse des années 60-70 étaient faits à partir de caoutchouc naturel. Après, ils ont switché pour les faire en plastique, les semelles. Ils appellent ça caoutchouc toujours, mais c'est caoutchouc synthétique, c'est du plastique. Et du coup, on allait chasser le caoutchouc en Amazonie pour trouver des coopératives. Et c'était vraiment, quand je dis chasser, c'était ça. C'était l'aventure. On ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait pas l'Amazonie et tout. Et on a trouvé des seringueiros, des communautés qui extractent le caoutchouc. Je peux passer, je ne suis pas très fort en slide et tout ça. Je crois qu'on a une carte là, justement. Voilà. Parfait. On est allé trouver dans le 3, là, dans l'Acre, qui est une région, c'est l'État frontalier du Brésil, frontalier avec le Pérou et la Bolivie. C'est la forêt amazonienne. Et on est allé trouver des seringueiros, des gens qui récoltent le caoutchouc dans la forêt amazonienne. C'est vous scratchez un EVA. Un EVA, c'est un arbre à caoutchouc. Vous le scratchez, vous mettez un petit pot et chaque passage, vous récoltez environ 500 millilitres de caoutchouc par arbre. Et il ne faut pas le faire trop, sinon l'arbre meurt. Donc ils le font une fois toutes les 3 semaines par arbre, pour qu'il se régénère, etc. Et donc on découvre tout ça. On découvre tout ça en 2004. On voyage beaucoup, on passe des mois et des mois en Amazonie. C'est très compliqué de travailler là-bas. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de us et coutumes. Enfin, c'est un peu le Far West, quoi. Le coton, c'est plus facile. Et Porto Alegre, là où on trouve l'usine, on apprend aussi à comment fabriquer les baskets parce qu'on n'y connaissait rien. Et on se lance vraiment avec nos deniers personnels. On se lance avec 6 500 € chacun. Donc c'est plus une aventure qu'une entreprise. Et on fait un emprunt au Crédit Coopératif, à la Nef. C'est une filiale du Crédit Coopératif. C'est une banque qui n'a pas de succursale dans les paradis fiscaux et qui sont assez fous pour nous prêter 50 000 € pour démarrer la première production de Veja, qui est de 5000 paires. En 2005, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est en 2004-2005, à cheval 2004-2005. Et on commence comme ça. Et voilà, c'était un peu long comme introduction, mais c'est comme ça que Veja commence. On a bien posé les choses. Sébastien. Ce qui est remarquable aussi dans Veja, et c'est ce qui est différenciant, c'est la pub. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce modèle économique que vous avez choisi, on va dire en oubliant la pub et en mettant tout sur la matière première ? En faisant toutes nos pérégrinations du début au Brésil, on a commencé en mars 2004 à voyager, et de mars 2004 au lancement de Veja, mars 2005, on est plus de la moitié du temps au Brésil, à voyager en Amazonie, dans le nord-est, le numéro 7, ou dans le sud, le numéro 6. Et on se rend compte que toute cette histoire va coûter très cher. C'est-à-dire que les baskets fabriquées en Asie, je voyais que... Pardon, c'est quoi ton prénom ? Jean-Baptiste. Il avait des Vans. Non, mais c'est pas... c'est qu'il était sur scène. Il avait des Vans et on se renseigne un peu sur le prix de production de... Non, mais rigolez, mais il y en a 2-3 autres que j'ai vus. C'est pas mieux. Avec d'autres marques. Je suis impeccable. Et on voit le prix de production et on se rend compte que notre prix de production va être, si on faisait le même modèle en Asie, de façon vulgaire, c'est-à-dire de façon normale, on aurait entre 5 et 7 fois le prix de production brésilien. C'est-à-dire que toutes nos matières premières coûtent entre 2, 3, 4 fois plus cher. Fabriquer des baskets au Brésil, ça coûte 2 fois plus cher qu'en Asie.
Donc on va se retrouver, une paire de Vans, en gros, c'est, pour être gentil, c'est 5 € grand max à fabriquer en Asie. Et on se rend compte qu'une paire de Veja, ça va être plus 20-25 € basique en toile. Ça va être 20-25 € à fabriquer au Brésil. Et du coup, on décide presque. C'est pas obligé, c'est aussi une croyance, c'est que nous, on croyait pas du tout à la pub. On était complètement hermétique à la publicité. On pensait à l'époque que c'était fini, que le fait de vanter les mérites d'une marque ou d'un projet en le promotionnant, plus personne n'y prêtait attention. Et du coup, on élimine la pub par principe, mais on l'élimine aussi en se disant nos baskets coûtent beaucoup plus cher. Les marques comme Nike, Vans, Adidas font énormément de publicité. C'est-à-dire c'est souvent 70-80%. Si on prend le coût total de la fabrication et on ajoute la pub c'est 70%, 80% du coût. Preuve que la société va pas très bien. Finalement, quand vous mettez autant d'argent dans la communication et aussi peu dans la réalité, on trouvait ça bizarre de faire la même chose pour une marque de basket clean. On se disait, ça montre quand même que la société est malade. Qui est autant de communication, autant d'argent dédié à la communication, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Et du coup, on décide de ne pas faire de pub du tout, zéro, rien. On ne fait même pas de site internet, pour vous montrer la folie. Pendant 3 ans, on n'a pas de site internet. Et en fait, on dit, toutes les ressources vont passer à la production. Plutôt que de payer Lionel Messi ou Kylian Jornet, Kylian Jornet, on paye personne. On n'a pas de muse, on n'a pas de sportifs, on n'a pas de gens qui courent plus haut, sautent plus vite, sont plus beaux. En Veja, on fait que le projet. Donc toutes les ressources sont allouées à la production. C'est ça on n'est pas anti-pub, mais on trouve qu'il y a un truc qui est déréglé depuis quelques années. Ouais. Alors, vous l'avez dit dans la presse il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas que l'écologie qui compte, il y a le social aussi, c'est primordial. Qu'est-ce que vous faites en matière de RSE à l'intérieur de Veja et à l'extérieur ? Sur quoi vous travaillez en ce moment ? En matière de RSE pour vos employés, Ah oui. Je ne sais pas pourquoi monsieur rigole, mais il vient sur scène tout à l'heure, donc je me vengerai. Mais c'est peut-être de moi qui rigolais en fait, donc vous inquiétez pas. Non, c'était de moi. Ah d'accord, j'ai essayé. RSE, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est jusqu'à 2008, on fait un produit, et vraiment humblement, parce que c'est une toute petite marque, etc., que personne n'a fait. Personne n'est allé aussi loin dans le chemin de la production et de redescendre, etc. Mais on se rend compte en 2008, en croisant quelques marques, quelques initiatives, que vous pouvez faire un super produit écologique, un super produit beaucoup plus équilibré socialement que ses concurrents, et être des patrons un peu cons. Ne pas forcément bien traiter vos équipes, etc., etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, Veja, c'est pas que les baskets, on va faire tout. On va essayer de faire tout, on va essayer de faire au mieux, et bien sûr, on fait pas au mieux pour tout, mais on va essayer de créer un nouveau type d'organisation aussi. C'est pour ça que la RSE, c'est pas un gros mot, mais ça n'existe pas pour nous, vague, on est d'accord. parce qu'on essaie de faire l'entreprise dans laquelle on aurait aimé travailler en tant que salarié. Et je vais pas vous faire une liste à l'après-vert parce que j'aime pas, mais on essaie de faire plein de trucs qui soient différents des autres boîtes pour que les gens soient un peu plus heureux au bureau. Je reprends Laure, je te cite, Laure, c'est la DG de Veja qui est là, qui vient de Chamonix, qui vient en voisine. Bonjour Laure, bienvenue. Et voilà, elle me disait que dans ses anciennes boîtes, elle passait beaucoup de temps dans la politique. Bon, c'est des grosses boîtes, rien à voir avec Veja. Nous, on est une petite PME, mais elle passait vachement de temps dans la politique, dans faire... Je peux raconter ? Ouais. Et elle passait vachement de temps à déjouer les choses trappes qu'il pouvait y avoir, que même ses collègues pouvaient lui mettre. Et je crois que chez nous, il n'y a pas trop ça. Il y en a forcément un peu, mais on a essayé de créer une organisation qui soit... Et ça va avec les gens que vous recrutez, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu trop carriéristes, trop individualistes, trop
trop portés business, trop portés finance, ils restent pas longtemps chez nous parce qu'ils sont pas heureux. Ça leur va pas. Et c'est bien en fait si ça leur va pas. C'est logique. Mm. J'ai une question, elle doit être certainement bête, mais je la pose quand même. Comment on grandit en gardant cette conscience ? C'est pas trop difficile de continuer à grandir. Est-ce que finalement, à un moment donné, vous vous êtes dit, on a un chiffre en tête ou on a un cap qu'on dépassera pas parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à tenir nos engagements à la fois social, environnemental, parce qu'on parle de surconsommation. Vous faites un produit certes très propre en matière, mais qui reste un produit de consommation. Comment on arrive à gérer ça ? Est-ce qu'on s'est mis un stop ? En grandissant pas trop vite déjà. On essaie de grandir naturellement. C'est-à-dire ne pas faire de pub, déjà ça aide à grandir naturellement. Il n'y a pas de béquille, comme disait Marx, il n'y a pas de béquille capitaliste avec la publicité qui pousserait déjà au-delà de ce que ça doit aller. Et en grandissant tranquillement, on a passé notre temps. Il y a Artaud aussi qui est directeur commercial. Bonjour Artaud. On a passé notre temps beaucoup plus à dire non. Il y a plein de clients qui veulent acheter des Veja, plein de boutiques qui veulent acheter des Veja et on dit quand même beaucoup non. On sélectionne vraiment très fort les gens avec qui on veut travailler. Par exemple, les grandes chaînes type Foot Locker, type Intersport, type Go Sport, Decathlon et tout ça, on bosse pas avec eux parce qu'on se sent trop petit. Et on sait que ça serait un autre volume, une autre façon de travailler qu'on aime un peu moins. Y a plein de freins qu'on peut s'auto-mettre pour ne pas grandir trop vite. Mais le plus drôle est qu'on grandit quand même vite. En mettant tous ces freins, on grandit quand même vite, mais on grandit quand même à notre rythme. Je sais qu'on a envie que ça reste humain, qu'on privilégie ça à fond. On veut pas. J'ai du mal à ne pas connaître tout le monde dans l'entreprise. Ça arrive parce que maintenant on est 200, on se disait quoi, 270, 280. Donc, mais on reste très proche, très terrain aussi. Je crois que c'est une des grandes différences de Veja, c'est le terrain. C'est d'aller beaucoup sur le terrain, d'aller beaucoup dans les usines, dans les champs de coton bio, en Amazonie. On a du monde, on a un bureau en Amazonie avec 5 personnes. Le fait qu'il y ait des gens tout le temps dans les usines, Veja ça veut dire regarde en portugais. Et ça veut dire aussi regarde comment sont fabriquées les baskets, comment sont fabriquées les choses. Et on a envie de regarder, d'être là, de savoir tout le temps. J'en parlais avec Luc là tout à l'heure. Si on sait pas où on produit, on est gêné. On veut pas produire là où on connaît pas. On veut tout savoir, on veut tout comprendre, tout connaître. Et c'est pareil avec l'équipe. D'avoir une relation humaine, intime, cool avec les équipes, c'est important. Et pour elles et pour nous. Moi, chez L'Oréal, je serais très malheureux, par exemple, je crois. J'y arriverais pas. Sur quoi vous vous sentez encore mauvais ? C'est quoi encore les marges de progression pour Veja ? La liste doit être longue. Ouais. En regardant Plein de comme trucs. ça, j'ai l'impression que Ouais, vous êtes plein exigeant. de choses. On bosse beaucoup sur le cuir. On utilise du cuir et depuis 2008. Donc on a fait du cuir tannage végétal très tôt. Dès 2008, mais on sait, en calculant notre impact CO2, on sait que le cuir est très lourd en impact CO2, donc on travaille beaucoup là-dessus. On a créé un substitut à ce cuir-là, c'est-à-dire une toile de coton bio agroécologique qui est recouverte d'un enduit avec du maïs. Mais qui n'est pas encore à la panacée parce qu'il y a quand même 50% de matériaux qui est du plastique là-dessus. Mais trouver des alternatives au cuir me semble être est une grande voie de progression pour Veja. Il y a plein de choses là on bosse. On parlait dans la voiture avec Émilie du recyclage, qui est un dead end pour l'instant pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça serait un bon sujet à tacler à plusieurs, à attaquer à plusieurs marques. Enfin, on a plein de choses à faire encore. La réparation ? La réparation, on vient de commencer. On a installé une cordonnerie chez Darwin à Bordeaux, qui est un tiers-lieu super bien, très écolo, très engagé. Et on a installé notre premier atelier de cordonnerie là-bas, où on vend des baskets avec des petits défauts, des baskets qu'on jetait auparavant, alors qu'elles étaient, franchement, au bout de 3 jours, le petit défaut, il ne se voit plus. Et là, on peut les réparer et les revendre, et aussi proposer de la réparation aux clients.
Ça, c'est Patagonia qui l'avait fait avec Warnwear en 2014-2015. Et on avait accueilli Warnwear à Paris dans notre magasin. Il y avait eu un monde fou. Et on s'est dit oui. Et c'est vrai que moi, je reprends mes vêtements, mes jeans ou mes pantalons, ils ont plus de 10 ans, 12 ans parfois. Et ils ont été repris 5-6 fois. Et c'est vrai que c'est une façon de sortir de l'ultra-consommation, de réparer. Ça nous semble être une voie très intéressante pour la mode, très intéressante pour les chaussures et les vêtements en général. Pour arrêter de consommer dès que vous avez un sweat troué, de le jeter. Ça me paraît aberrant en écoutant Jean-Baptiste avant. L'impact CO2 d'un vêtement est zéro quand ce nouveau vêtement ou cette nouvelle paire de baskets n'existe pas. Vous êtes un espoir et vous êtes le modèle pour montrer que finalement c'est possible de penser autrement, de faire autrement. En vrai, c'est difficile ou pas ? En vrai ? Non. Ça vous a demandé, je sais pas, c'est un modèle économique. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient suivre cette voie et déconstruire peut-être un autre objet ou partir. Il y a tout à faire. Hein. Donc, et c'est pas difficile. Moi, ce qui serait difficile pour moi, c'est de m'asseoir et d'inventer des concepts marketing hyper bizarres pour la prochaine campagne de pub en disant on va aller filmer Kylian Jornet en Himalaya et tout. Enfin, on est où là vous regardez les journaux, vous lisez les journaux, vous regardez la télé, rendez-vous compte du monde dans lequel on vit. Non, pour nous, c'est carrément plus facile et carrément plus marrant finalement d'aller en Amazonie. Nous, on y allait avec Arto il y a quelques années, on va y retourner pour sourcer du caoutchouc. C'est une vie beaucoup plus marrante, beaucoup plus d'être dans les usines, c'est fascinant. Dans les champs de coton bio, fascinant. Et pourtant, c'est pas des choses qu'on connaissait super bien avant. On est devenu un peu expert, oui. On bosse avec des experts comme Jean-Baptiste dans leur domaine sur le coton bio ou sur l'Amazonie. Et c'est trop bien. Donc c'est pas du tout dur, c'est beaucoup plus facile que d'inventer des espèces d'histoires marketing bizarres pour produire tout en Chine. Et finalement, y a je connais plein d'entrepreneurs, plein de gens qui ont des marques qui sont jamais allés voir les usines dans lesquelles ils produisent. C'est un problème quand même. C'est comme un chef cuistot. Je pense qu'il adore aller voir les tomates pousser, sélectionner les variétés de tomates, etc. C'est pareil. Et je pense qu'il faut revenir un peu à ce bon sens presque paysan et sortir du tout communication, tout marketing, tout Instagram, tout YouTube, etc. Il faut revenir à la réalité. Nous, c'est notre truc. C'est vraiment, on parlait beaucoup de transparence il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, on parle de réalité. Revenir à un truc un peu plus normal, quoi. Merci beaucoup Sébastien. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur encore de dire. On se revoit juste après, mais peut-être reparler en chiffres aujourd'hui Veja et peut-être vos projets. Vous avez le projet d'une redine Veja, c'est une équipe extraordinaire de 250, 270 personnes à Paris. On est 70, je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'il y a Laure, après elle m'engueule. 70 au Brésil. Et, dit oui, 60 au Brésil. Et 15-20 aux États-Unis. Et en chiffres, on produit 3 millions alors là, elle va m'engueuler. 2,5 millions de paires par an. On produit combien de paires par an? Oui, je parle de l'année dernière. Parce que 2021 n'est pas fini, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, environ 2,5 millions, 3 millions de paires par an pour 2020. Parfait. Merci beaucoup Sébastien, on se revoit tout à l'heure pour la table ronde. Yes. Merci. Merci beaucoup.